Grégory a fait son doctorat en psychologie à l'université de Rouen. Ensuite, il a fait un post-doctorat pendant 3 années au centre d'imagerie Cicéron, qui est un des grands centres de neuroimagerie en France, à Caen, donc toujours en Normandie. Donc, on a un conférencier normand à son meilleur. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres informations en amont. Je ne sais pas si tu es né en Normandie ou si c'est ton pays d'accueil de formation. Je suis né en Normandie. Ah oui, voilà, donc de A à Z. Et ensuite, il a œuvré, en fait, quelques années comme ingénieur au centre d'imagerie Cicéron, comme je le disais tout à l'heure. Il est maître de conf en psychologie cognitive à l'Université de Caen, Normandie, et aussi chercheur à l'unité de recherche d'imagerie et stratégie thérapeutique en schizophrénie. Ça, c'est plus récemment. Et toujours plus récemment, il cumule à cela maintenant des fonctions dans la haute administration de l'Université de Caen, comme j'ai le titre ici, là, comme vice-président délégué à l'orientation réussite des étudiants, insertion professionnelle, directeur de l'espace orientation insertion Université de Caen, Normandie. Donc, voilà. Je te laisse la parole, Grégory. Merci encore d'être là à cette heure tardive pour toi. J'espère que ça ne t'a pas trop embêté et merci en fait de ta compréhension pour nous accommoder à notre heure. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup et merci de votre accueil, hein. Dommage que je n'ai pas pu venir Oui. me déplacer au Québec. J'étais venu à Québec et Montréal il y a quelques années dans le cadre d'un congrès HBM et ça m'avait laissé un très bon souvenir. Voilà. Donc, alors, je suis ici pour vous parler d'inhibition dans le développement neurocognitif. Dave, tu as déjà fait une synthèse quand même déjà assez importante de mon parcours. Je voulais peut-être juste revenir un petit peu, mais du coup très brièvement. En effet, je fais mon doctorat en Normandie, mais dans une autre ville de Normandie. Maintenant, elles sont réunifiées, mais à l'époque, elles ne l'étaient pas. Sur de l'électrophysiologie, en fait, je me suis intéressé à la reconnaissance visuelle des mots. Et je suis avant tout un électrophysiologiste, hein, je fais des potentiels évoqués. Et notamment, alors, je ne sais pas si vous voyez mon curseur bouger à l'écran. Oui, ouais, c'est bon. Je me suis beaucoup intéressé à la composante N70, puisque c'est une étape vraiment très importante dans la reconnaissance des mots, des visages et des objets. Je vous parle de ça parce que j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis l'idée, en fait, mais là, c'est pas forcément l'objet, mais j'étudiais, en fait, j'essaie de trouver des traces électrophysiologiques, des modèles à double voix pour les procédures lexicales et puis les conversions graphème-phonème. Voilà, pour faire simple. Comme tu as pu le dire, Dave, j'étais ingénieur à Cicéron, une plateforme d'imagerie cérébrale. Donc, je suis devenu un spécialiste de l'IRM fonctionnel et de l'IRM anatomique. Je fais de la VBM, j'utilise beaucoup FreeSurfer. Et d'ailleurs, donc, c'est ce que je disais en aparté tout à l'heure. Depuis quelque temps, j'ai des fonctions à la direction de l'université. Je suis vice-président délégué à l'orientation site insertion. Et il y a une délégation de l'université de Caen qui doit venir à l'UQAM au mois de décembre. Alors, j'ai la date du 16 décembre, mais bon, ils vont naviguer un petit peu. Mais j'ai cru comprendre, j'ai demandé justement cet après-midi à la personne qui s'occupe des relations internationales, ils doivent passer par la psycho à l'UQAM. Donc, voilà, ça peut être l'occasion. Là, je lance un appel aux étudiants et aux chercheurs aussi, en cas de collaboration. On a vraiment une super plateforme et des super conditions de vie sur Caen. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir faire des stages, faire de la recherche chez nous, monter des collaborations. Vous êtes les bienvenus. On a un plateau technique avec de la tomographie par mission de positons, de jet de densité, etc. Bon, voilà. Ça, c'était pour publicité. Maintenant, j'arrête. Et donc ensuite, en 2010, alors contrairement à ce qui était mis dans la fiche, je ne suis pas professeur. En France, je suis que maître de conférence, en dessous en France. Voilà.
Et d'abord, j'avais rejoint l'unité LabCID, Laboratoire Psychologie, Développement et d'éducation, qui était dirigée par Olivier Houdet. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un qui s'est énormément intéressé à l'inhibition et au développement neurocognitif. Donc, beaucoup des travaux que je vous présentais là sont issus de cette époque où j'ai travaillé avec Olivier Houdet et puis avec des collègues du laboratoire. Et puis maintenant, bon, j'ai voilà, d'autres occupations dans d'autres laboratoires. Alors, justement, si on parle d'inhibition, en fait, le contrôle inhibiteur, il fait partie un peu de la nébuleuse des fonctions exécutives. Je parle de nébuleuse parce qu'en fait, on a tout un tas de modélisations qui existent. On a parfois du mal d'ailleurs à cerner un petit peu ce que sont vraiment les fonctions exécutives. Par contre, on sait que c'est quelque chose de vraiment primordial, hein, parce qu'il y a un tas d'études qui ont montré que ces fonctions exécutives, elles corrèlent avec plein de choses, notamment la réussite scolaire chez l'enfant, et tout un tas de paramètres, notamment le bien-être social aussi, c'est très vaste. Et là, je vous ai mis un modèle que je me réfère beaucoup, que j'aime bien, même s'il est déjà assez ancien, et notamment par rapport à la façon dont il aborde l'inhibition, le contrôle inhibiteur. Diamond, elle, parle de différentes composantes hein, de contrôle inhibiteur. Il y a l'inhibition de la réponse, qui est vraiment au niveau comportemental, pouvoir inhiber certaines réponses, etc. Moi, je vais plutôt me placer dans les deux autres, donc dans les situations plutôt de contrôle d'interférence, c'est ce dont il sera question ici. Notamment, il y a une partie qui correspond, qu'on pourrait appeler aussi à l'attention exécutive. Donc ça, c'est plutôt l'opérationnalisation de Posner, hein, c'est notre appellation. Mais c'est une inhibition qui est très ancrée dans l'attention, qui est très perceptive. Et donc, je vais aborder ça à travers le local global. Ce sont des choses que probablement vous connaissez, mais peut-être que aussi je vais vous apprendre quelque chose de nouvel. On verra, parce que ce sont des travaux assez anciens, mais qu'on avait remis au goût du jour. Et puis, dans un deuxième temps, je vous parlerai plutôt de l'inhibition cognitive. On verra ça par la suite. Donc oui, tout d'abord, l'inhibition au niveau de l'attention, qui a à voir un petit peu avec l'attention sélective aussi, mais lorsqu'on fait une sélection d'informations, des fois, il y a des informations concurrentes, donc ça fait appel aussi quelque part à l'inhibition, au contrôle inhibiteur. Alors souvent, la référence qui est prise hein, dans ce domaine, lorsqu'on parle de formation locale globale, hein, on fait souvent référence à ce fameux peintre Arcimboldo, que vous connaissez probablement. Hein. Arcimboldo qui faisait des natures mortes, comme cela. C'est un peintre italien du XVIe siècle, il me semble. Et en fait, j'admets en même temps, parce que je vois des messages vers ma file d'attente, je me permets d'appuyer au fur et à mesure. Et donc, vous voyez, on a un visage, ça c'est l'élément global, mais qui est composé de fruits, des éléments locaux. Et bon, pour nous, ça nous semble tout à fait évident. On va voir que chez l'enfant, c'est pas forcément quelque chose de trivial. Et on va voir que l'enfant, d'emblée, n'est pas forcément dans un mode global, et ça va dépendre de tout un tas de facteurs, et notamment de maturation cérébrale. Donc, c'est de là dont il va être question. Alors, pour ces travaux, j'ai énormément travaillé, vraiment formé un duo avec Nicolas Poirel du LabCID. C'est lui qui a vraiment travaillé beaucoup sur le cas global et puis on a travaillé vraiment en duo sur ces questions. Alors tout part au niveau local global. Alors, je fais un petit peu l'historique, mais je ne sais pas si vous connaissez probablement, mais je ne sais pas à quel niveau vous avez de connaissances. Ça peut être parfois un peu hétérogène, je ne sais pas d'où vous venez, mais bon, je pense que ça, ce sont des choses assez connues quand même. Donc, ça part des travaux de Nevon hein, dans les années 70, qui a cette fabuleuse idée de fabriquer des stimuli hiérarchiques. Donc, un stimulus hyper contrôlé où vous pouvez avoir une forme globale et une forme locale. Par exemple, ici, un grand S formé de petits f. Voilà. Alors, ça a donné tout un tas de travaux, et notamment, ça a donné chez l'adulte, ça a donné deux grands résultats de leitmotiv, puisqu'on va pouvoir, à partir de ces, comment dire, des retardataires, dans ces types de stimuli, former trois grands types de stimuli, des stimuli neutres. En fait, dans la tâche qui était demandée, c'était de se focaliser soit sur
la forme globale ou sous la forme locale. Et à chaque fois, il y avait un choix entre 2 lettres possibles. Voilà. Alors, il y a des stimuli qui peuvent être neutres lorsque, de toute façon, il n'y a qu'une seule réponse possible, lorsque l'autre stimulus non pertinent est à un niveau non pertinent. Des stimuli congruents, c'est par exemple un grand F formé de petit f, donc ça c'est facile. Et la situation interférente, et ce qui nous intéresse, nous, lorsqu'on parle de contrôle inhibiteur, lorsqu'on crée un conflit, c'est que les deux réponses possibles sont présentes. Mais forcément, il n'y en a qu'une qui doit être répondue, parce qu'il n'y a qu'un niveau qui est pertinent. Et donc, Nevon, déjà, avait montré qu'il y avait un avantage global, c'est-à-dire qu'en fait, l'adulte traite beaucoup plus rapidement l'information globale. Ça, c'est un fait. On traite plus facilement l'information globale que le local. On va voir que chez l'enfant, ce n'est pas forcément vrai. Et puis, deuxième fait, c'est qu'il y a une interférence du global sur le local, mais pas l'inverse. En fait, lorsqu'on est dans une condition interférente, donc lorsque l'autre réponse possible est présente au niveau global, ça va interférer avec la réponse locale, mais pas le contraire. Pourquoi? Tout simplement parce que, vu que le global est plus rapide, lorsqu'on doit se positionner sur le local, le global va pouvoir interférer, alors que lorsqu'on se positionne, la tâche porte sur le global, on n'a pas encore eu le temps d'accéder au local, donc ça ne va pas pouvoir gêner. Voilà le principe de base, mais ça, je pense que vous connaissez. Alors du coup, ça nous a donné envie de voir ce qui se passait au niveau électrophysiologique. Je vous parlais de la N1 tout à l'heure, la N70, en tout cas une négativité dans les régions postérieures vers les 170-200 millisecondes. Et on avait présenté, on avait fait varier comme ça des différents types de figures hiérarchiques. Donc Nevon, historiquement, avait utilisé des lettres. On avait voulu voir ce qui se passait lorsqu'on utilisait des objets ou des pseudo-objets. Et on avait mis en évidence, au niveau occipital, il y avait des variations, comme vous le voyez, ici c'est très net. Les codes couleurs reprennent le type de stimuli, type de stimulus. Et donc vers 110 millisecondes, vous voyez, lorsque on avait dans la condition globale quelque chose de cohérent, on avait une réponse accrue au niveau de la N70. Alors que pour des pseudo-objets, on avait une amplitude moindre. Comment on peut interpréter ces résultats? Bien, en fait, lorsqu'on a des amplitudes supérieures telles que celle-ci, ça suggère notamment une population de neurones beaucoup plus importante qui peut participer au traitement de l'information. Et donc, en effet, lorsqu'on a quelque chose de signifiant, bien forcément, on va déclencher tout un tas de processus qui ne vont pas être présents lorsqu'il n'y a pas de signification. Et ça, on le sait très bien, c'est une étape clé, cette N1, parce que c'est à partir de ce moment-là que les visages, les objets, etc., vont commencer à se dissocier au sein de notre voie ventrale. Et pour les conditions locales, par contre, on avait des choses un peu différentes. C'était plutôt l'inverse, en fait, qui se passait. Voilà. Et puis, on a complété, parce que, bon, au final, ce n'est pas ce qui nous intéressait le plus. Dans une autre étude, on a voulu vraiment s'intéresser, cette fois-ci, à l'interférence. Et donc, vous avez superposé ici le traitement local et global pour les différents types de stimuli. Lorsqu'on traite des stimuli congruents, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas cet effet au niveau de la N70. Par contre, quand il y a un conflit perceptif, on voit très clairement ici, au niveau global, on va avoir un accroissement de l'activité, mais par contre, cette activité va être réduite au niveau local. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet d'interférence. Comme si, en fait, cette interférence empêchait de prendre plus d'informations. Je dis ça parce que je fais des parallèles, notamment, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, lorsqu'on fait des travaux sur l'attention sélective. Il y a eu 2 travaux sur l'attention sélective qui ont remarqué que lorsqu'un stimulus apparaît dans un endroit attendu, on va extraire beaucoup plus d'informations, ça se concrétise par une onde N1 beaucoup plus importante. Voilà, c'est un petit peu ça. Pour le global, on a une amplitude plus importante parce qu'on ne va pas être gêné par le local. On va pouvoir extraire un tas d'informations, alors que pour le niveau local, eh bien, on va être gêné, il va y avoir de l'interférence et du coup, on va pouvoir retirer moins d'informations. Voilà. Et c'est quelque chose au final de très perceptif, comme je vous le disais au départ. C'est très perceptif, mais ça a quand même à voir avec de l'inhibition. Alors, justement, au Lapsidé, le laboratoire auquel j'appartenais, il y avait une tâche
assez intéressante, en tout cas que je ne l'ai pas dit, mais l'Absidé, au départ, c'était Olivier Houdet, qui en était le directeur. Maintenant, ça a été repris par Grégoire Bortz il y a quelques années. Et une des tâches emblématiques qu'avait développé Grégoire Borst et puis là, qu'avait repris Nicolas Poirel, c'est le negative priming. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce paradigme, il n'est pas forcément toujours évident à expliquer. Alors, je vais essayer d'être clair. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je reprenne. Donc, c'est une tâche d'amorçage. C'est une tâche d'amorçage, donc forcément, qui dit amorçage dit amorce et cible. Jusque-là, c'est assez simple. On a donc d'abord, c'est une tâche de Nevon, hein, tout simplement, mais à chaque fois, ça marche par deux, à chaque fois une amorce et une cible. D'accord? Lorsqu'on est dans le cadre d'une tâche locale, vous voyez, il faut répondre, les deux réponses possibles sont un H ou un R. On va présenter un premier stimulus, une amorce, et là, il y a deux cas possibles. Vous voyez, soit en bleu, soit en vert, ça correspond au graphique à côté, hein. En bleu, c'est une condition contrôle. En fait, tout simplement, vous voyez, là, dans l'amorce, il faut répondre R, mais le H n'est pas présent au niveau non pertinent. Et pour la cible, on doit répondre H, parce qu'on est au niveau local, mais vous voyez qu'il n'y a pas de, on ne peut pas faire de transposition entre les deux. Ici, on répond R, il n'y a pas de H, et là, on répond H. Ça, c'est le cas contrôle. Là où ça devient intéressant, c'est lorsque, dans le prime, le niveau non pertinent, en fait, on va amorcer négativement, c'est-à-dire que ici, la réponse est R au niveau local, mais au niveau global, au niveau non pertinent, on a le fameux H. Or, H devrait être la réponse à fournir à l'item suivant. Donc, vous voyez, dans un premier temps, ici, on inhibe la lettre H, et juste après, on demande de répondre à la lettre H. Donc, c'est ça le negative priming, en fait, l'amorçage négatif. Lorsqu'on a une tâche globale, de toute façon, il n'y a pas d'interférence. Donc, vous voyez que, mais encore, c'est de bonnes conditions de contrôle. On voit qu'il n'y a pas de différence significative entre lorsqu'il n'y a pas d'amorçage ou lorsqu'il y a un amorçage négatif. Par contre, alors c'est un petit peu coupé sur mon écran voilà, à cause des visages. Je pousse la barre zoom. Par contre, comme vous voyez, dans la tâche locale, donc là où on peut avoir de l'interférence, dans la tâche locale, on a bien cette recrudescence, ce temps supérieur lorsque on demande une réponse sur quelque chose qui demandait d'être inhibé précédemment. Donc, c'est bien que quelque part, dans cette tâche, il y a une levée d'inhibition, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'inhibition qui était présent. Donc, c'est un moyen élégant de mettre ça en évidence, mais bon, voilà, il reste encore du travail à faire, mais et cette tâche, elle a été utilisée dans le laboratoire, ils l'ont déclinée dans plein d'autres choses. Si ça vous intéresse, vous trouverez facilement des choses là-dessus. Bien sûr, il y a des délais à respecter hein, entre forcément l'amorce et la cible aussi, vous en doutez, parce que c'est quelque chose d'assez ténu en termes de durée. Alors tout ça, voilà, tout ce dont je vous parlais, sont des choses qu'on observe chez l'adulte. Alors justement, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? Parce qu'on est dans un laboratoire de développement quand même, donc trajectoire chez l'enfant nous intéresse. Et Nicolas avait fait une étude relativement intéressante. Moi, je l'avais accompagné après dans l'imagerie, mais il avait fait une étude comportementale relativement intéressante chez l'enfant, chez des enfants de 4 à 9 ans. Alors bien sûr, chez l'enfant, on ne peut pas utiliser la tâche surtout à 4 ans, la tâche de Nevon telle qu'il avait envisagé. C'est un peu trop complexe, donc il y a des aménagements. On a fait 2 aménagements possibles. Notamment, on fait le jeu du pareil, pas pareil. Si vous voyez un petit peu à l'écran, on présente les 2 stimuli de façon concomitante. De la même façon, on demande à l'enfant de se focaliser plutôt sur le global ou plutôt sur le local, hein, ça ne change pas. On va lui demander si pour le niveau pertinent, c'est pareil ou pas pareil, voilà, avec les mots de l'enfant. Et du coup, on va s'intéresser aux erreurs. Aux erreurs, on va calculer des taux d'erreur, on va comparer les erreurs réalisées pour la tâche globale et les erreurs dans la tâche locale. Ça va nous donner un indice. Vous voyez, on fait pourcentage d'erreurs locales moins le niveau du global. Et en fonction du profil, on va pouvoir voir si l'enfant est plutôt dans une préférence locale, s'il réussit mieux le local ou le global. Et en fait,
La préférence globale, le fait de traiter l'avantage du traitement global, comme on constate chez l'adulte, c'est quelque chose qui apparaît vers 6 ans. Avant 6 ans, l'enfant explore de façon privilégiée, plutôt au niveau local, les informations visuelles. Ça, c'était le premier résultat intéressant au niveau comportemental. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau, qu'est-ce qui se passe à 6 ans, justement? On en reparlera un peu après. Enfin, déjà, selon Piaget, il y avait tout un tas de choses qui se passaient. C'est un âge charnière au sein du développement cognitif de l'enfant. Moi, j'y vois aussi, alors j'avais dans l'objectif de lancer des travaux là-dessus, puis bon, quand j'ai quitté le laboratoire, au final, ça ne s'est pas fait, mais 6 ans, c'est aussi l'âge charnière où les enfants apprennent massivement la lecture. Et on sait avec les travaux du recyclage neuronal de Dehaene, hein, que l'apprentissage de la lecture va modifier tout un tas de choses au niveau des régions visuelles, dans la voie occipito-temporale, avec des modifications, notamment de traitement des visages, qui vont migrer d'un hémisphère à l'autre, au niveau des objets, etc. Donc, peut-être que c'est le fruit de cette réorganisation, au final, avec l'apprentissage de la lecture, qui est à l'origine de ça. Ça, c'est purement spéculatif, en tout cas. Mais j'avais fait cette hypothèse-là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi ce shift, ce changement. Ce qui veut dire que, vous pouvez faire l'expérience assez facilement, un enfant de 4 ans, vous lui présentez le tableau d'Archimboldo, il va vous dire d'abord, bah, ce sont des fruits. Il va mettre énormément de temps, il va peut-être pouvoir réussir, mais il va peut-être réussir à trouver un visage parmi ce tout cohérent, mais ce n'est pas forcément évident pour lui. Alors quelque chose, alors là je ne vous l'ai pas mis, mais par contre je trouve ça super intéressant, c'était un travail de Nicolas aussi. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui travaillent sur les émotions et puis l'attention, je ne sais pas, mais il avait fait une expérience comme ça aussi comportementale, c'est très simple. Il avait fait ce type de tâche en local global à des enfants, donc des jeunes enfants qui n'avaient pas encore shifté vers le local. Mais par contre, il avait fait des inductions émotionnelles avant l'expérience, avant l'expérimentation. Et alors bien sûr, on ne fait pas d'induction émotionnelle négative, hein, surtout chez les enfants, parce que chez l'adulte, des fois, même les images sont parfois un peu trash dans les manques de questions. Mais donc là, chez l'enfant, en fait, il y avait 2 conditions. C'est juste pendant 2 minutes avant l'expérience, il y a eu un groupe pendant 2 minutes avant l'expérience, où on a présenter des images de nounours, de petits chatons, de choses comme ça, ou alors des visages qui exprimaient de la joie. Et cette induction émotionnelle positive fait bouger les lignes, c'est-à-dire que les enfants sont plus dans un mode global lorsqu'au début, on les met en disposition, comme si en fait l'émotion positive ouvrait un petit peu le focus attentionnel. Donc il y a quelque chose d'intéressant à creuser là. Voilà, je dis ça à bon entendeur. Donc voilà, ça c'était des études comportementales, mais du coup, il y a eu un gros projet, bon ça date et il y en a eu d'autres depuis, mais un gros projet dans le laboratoire d'Olivier Houdet. Alors moi, je suis arrivé juste vraiment à la fin, quand on commençait à traiter les données. Je n'ai pas participé au tout début, même si je suis allé un peu dans les écoles. Mais c'est un gros projet dans les écoles de Normandie. Et le mercredi, on voyait tous les enfants à Cicéron qui venaient faire de l'imagerie. Alors, il y avait une tâche piagétienne en IRM fonctionnelle, ça je vous en parlerai un petit peu après. Mais surtout, l'idée, c'était de récupérer aussi l'anatomie. Et à côté de la séquence d'imagerie, le laboratoire avait élaboré tout un tas de batteries de tests cognitifs et neuropsychologiques. Donc, on a fait tout un tas de corrélations, de choses assez intéressantes autour de ça que je vais vous présenter. Et je continue à exploiter les résultats. Donc, c'est une mine d'informations très intéressante. Donc, on avait des enfants de 5 ans et d'autres de 9 ans. Ça allait de 5-6 ans à 9 ans. Alors, c'était une époque encore où l'imagerie chez l'enfant a été peu développée. Et donc, ils avaient développé tout un tas une procédure justement pour éviter que les enfants bougent dans l'IRM. Alors, pour qu'ils ne bougent pas, mais aussi, surtout vers 5 ans, ce n'est pas forcément évident. Je ne sais pas si vous faites des manips chez l'enfant dans votre laboratoire. Peut-être je n'ai pas eu le temps d'aller revérifier sur votre site. Mais on les fait répondre
avoir un pad de réponse alors qu'ils n'ont pas de retour visuel sur leurs mains, sur la réponse, c'est pas évident. Alors, maintenant, il existe tout un tas de dispositifs, de fausses IRM, et cetera, qui coûtent fort cher. Nous, on avait pris juste un petit tunnel, voilà, quelques euros, et puis un petit écran, on les entraînait comme ça, et on a eu des très bons taux d'inclusion. Je crois même que le laboratoire avait fait une étude dans la matière, et c'était assez exemplaire. On avait inventé toute une chose autour de une histoire aussi autour de conquête de l'espace, et cetera, pour amener l'IRM pour que ce soit moins anxiogène. Alors, il y a une anecdote qu'on parle aussi beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez le cas, mais c'est quelque chose qu'on observe quand on travaille chez l'enfant. Il y a un enfant, on a été obligé d'annuler son IRM. Il avait avalé une pièce de monnaie le jour de l'expérimentation. Donc ça, c'est resté gravé. Si un jour, voilà, c'est partie des anecdotes qui ne s'inventent pas. Voilà. Enfin bref. Donc on a fait un protocole d'imagerie et notamment, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des enfants de 5, 6 ans, voire même un petit peu plus. Et c'était intéressant, c'est qu'on avait donc des enfants du même âge, certains avaient déjà shifté, d'autres non. Donc du coup, a posteriori, là, ça s'est fait a posteriori, hein, parce que ce n'était pas le but d'inclusion de l'IRM, mais on avait l'ANAT des enfants et on avait à côté des tests. Alors pareil, c'est une autre version là cette fois-ci. C'est pas pareil, mais en fait, on présente un modèle et puis après, il y a 2 propositions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On demande à l'enfant: «Bah, à ton avis, quel est, l'élément qui ressemble le plus à la figure du haut?» Et donc, bah, forcément, vous en doutez, soit il va reprendre l'élément plutôt global ou plutôt l'élément local et puis ça nous donnait une indication. Pareil, on calcule des scores et donc on a pu faire 2 groupes. Un groupe préférence globale, un autre local, avec sans différence significative au niveau de l'âge. Et on avait fait une première étude VBM avec ça. On avait montré que bah, ce changement, ce shift, en fait, s'accompagnait par des modifications de substances grises, notamment dans les régions occipitales et puis dans les régions pariétales aussi, qui ont trait à l'attention. Donc, on avait montré que on avait une diminution de la substance grise avec le passage en global. On avait repris ça, on avait complété un petit peu aussi avec l'épaisseur corticale et avec FreeSurfer. Donc là, ce que vous voyez, c'est des valeurs d'épaisseur corticale. En violet, c'est le groupe global, préférence globale, en bleu, préférence locale. Donc on avait retrouvé ces effets au niveau occipital, bon, c'était bilatéral. Puis on avait des régions aussi, un réseau fronto-pariétal plutôt attentionnel. Voilà. Donc, alors, on était limité, ce n'est pas des études parfaites, hein, parce qu'on aurait voulu avoir plus de sujets, etc. Mais c'était quand même intéressant parce qu'on touchait du doigt quand même une dynamique comme ça de modification structurelle qui accompagnait ce passage d'une préférence locale vers une préférence globale. Encore une fois, je retourne peut-être assez à la lecture, hein, les travaux de Dehaene, hein, qui avait comparé, alors c'était chez l'adulte, qui a montré, comparé des adultes illettrés et lettrés, hein, il a montré que l'apprentissage de la lecture aussi modifiait le fonctionnement des aires visuelles. Donc, la théorie n'est pas si farfelue que ça, finalement. Alors ça, c'était pour la partie plutôt perceptive. Moi, j'en suis resté là. Nicolas, par la suite, a continué son chemin. Mais concernant l'inhibition cognitive, notamment le test ben, vraiment Princeps, enfin le plus utilisé, vous connaissez tous, c'est le test de Stroop, mais je vous parlais d'autre chose d'abord. Parce qu'en fait, l'étude en question, hein, qui a été réalisée au Lapsidé dont je vous parlais, c'était l'étude d'IDEAS, elle était avant tout, elle était réalisée pour tester une théorie piagétienne. Donc, Olivier Houdet se définit comme néo-piagétien, en tout cas à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé. Et en fait, Piaget, c'est vraiment un grand monsieur du développement. Il a élaboré, pareil, vous connaissez, hein, il a élaboré tout un tas de théories sur la construction de la connaissance, de l'intelligence,
chez l'enfant. Et du coup, il a créé tout un tas de petites situations de test, hein, très simples, qui ont été reprises après dans les laboratoires par la suite, hein. Euh, Justement, dans la théorie piagétienne, ce qui est important aussi, moi, ce que j'aime bien dans son approche, c'est que pour la première fois, on a quelqu'un qui nous dit que l'enfant, c'est pas une version miniature de l'adulte. En fait, souvent, c'est vrai, c'est pas du vrai développement. Lorsqu'on compare l'adulte aux enfants, souvent on a ce biais de se dire, bah voilà, l'enfant, c'est une version imparfaite de l'adulte, donc quelque chose qui marche un peu moins bien que l'adulte. Et Piaget était le premier à dire que justement, il y avait un mode de pensée vraiment différent. Et notamment, il s'est intéressé aux erreurs de l'enfant. Pour lui, les erreurs étaient plus informatives finalement que les réussites. C'est grâce aux erreurs qu'il essayait de comprendre le mode de pensée de l'enfant et comprendre sa réalité. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de quelque chose d'un peu charnière vers 6-7 ans. Bah, chez Piaget, ça correspond à un passage du stade préopératoire à celui des opérations concrètes. Et notamment pour Piaget, c'était le moment où l'enfant allait acquérir le concept de nombre. Bon, on sait maintenant que Piaget était un peu passé à côté. Le nombre, il émerge beaucoup plus tôt que cela. Mais en tout cas, il va se diriger vers les opérations concrètes. Là, je vous parlais de cette tâche de longueur également dans la tâche des jetons qui est hyper connue. Donc, vous voyez, on a un certain nombre de jetons comme ça. On fait constater l'équité par l'enfant. Il y a une correspondance terme à terme. Et puis ça, par contre, c'est important, il faut que ça se passe devant ses yeux. On va étirer, par exemple, les jetons du dessous. On va les étirer, on va augmenter du coup l'espace entre les jetons. Donc, spatialement, la rangée du bas va occuper plus d'espace qu'en haut. Voilà. Donc, pour nous, ça ne pose pas de problème, hein. Bah, oui, il y a toujours le même nombre de jetons, donc ça occupe plus d'espace. L'enfant, avant 6 ans, il va échouer à cette tâche. Alors, d'autres études ont montré que si on prenait des bonbons, on n'avait pas tout à fait le même résultat. On pouvait avoir des résultats un peu plus précoces. Mais bon, voilà. Forcément, le contexte aussi, le matériel, peut avoir son importance. Mais en tout cas, vers 6 ans, avant 6 ans, il y a une difficulté pour résoudre cette tâche. Et l'idée d'Olivier à l'époque, c'était que probablement ça va avoir aussi avec des stratégies et des problèmes d'inhibition, puisque en fait, l'enfant reste vraiment happé par sa perception et n'est pas capable d'inhiber cette stratégie qui n'est pas pertinente. Voilà. En fait, cette stratégie, je surveille l'heure, cette stratégie, en fait, elle est au final assez adaptée. Parce que quand on y réfléchit, dans notre quotidien, souvent on utilise des automatismes pour raisonner. Alors, la plupart du temps, c'est confortable parce que ça nous permet d'aller vite, mais ça fait aussi qu'on est soumis à tout un tas de biais. Euh, L'homme n'est pas très rationnel, contrairement à ce qu'on peut penser. Et dans la plupart du temps, en effet, le nombre covarie très souvent avec la longueur. Et c'est quelque chose qui est vraiment surappris aussi à l'école, hein. Le nombre correspond à la longueur. Par exemple, vous voyez, si on sépare les rangées d'arbres en deux, vous pouvez très facilement, sans avoir besoin de compter, me dire, bah voilà, il y a plus d'arbres à droite qu'à gauche, parce que ça occupe plus d'espace. Et en effet, à l'école, à chaque fois, on voit souvent des suites numériques comme ça, des collections, où à chaque fois qu'on rajoute on rajoute un élément, ça occupe plus d'espace. Donc, dans notre quotidien, on a toujours des choses comme ça. Ce qui est un peu plus difficile, c'est au queue de supermarché, par contre. On peut avoir des stratégies comme ça pour choisir la caisse à laquelle on va aller. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut prendre en compte aussi le nombre d'articles dans les caddies, etc. Et ça ne marche pas toujours. Enfin, moi, ça marche rarement quand je fais des inférences comme ça au supermarché. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a cette covariation et c'est ce qu'on appelle un heuristique parce que c'est quelque chose de vraiment automatisé qui est très présent dans notre quotidien. Et du coup, dans le laboratoire Lapidé, ils ont développé un modèle comme ça. On a donc ce système heuristique, c'est le fonctionnement automatique qui est surappris, hein, qu'on utilise très souvent. La grande avantage de ce système heuristique, c'est sa rapidité, parce que forcément, on automatise, c'est très rapide. L'inconvénient, c'est que forcément, on ne va pas pouvoir tout l'utiliser. Ça marche la plupart des cas, mais il y a des fois, il faut savoir utiliser d'autres paradigmes, d'autres systèmes, parce que ça va aboutir à quelque chose d'erroné. Si on veut vraiment faire quelque chose de fiable, il faut utiliser plutôt ce qu'on appelle le système algorithmique,
qui est la vraie pensée réfléchie, logico-mathématique, qui est très fiable, mais qui, elle, est du coup moins rapide. Donc, en fait, il faut trouver une balance entre les automatismes et puis le processus un peu plus contrôlé, automatisation, contrôle. Et le juge de paix de tout ça, c'est notre fameux système d'inhibition. Puisque, en fait, l'idée, c'est que d'emblée, forcément, on va avoir des heuristiques qui vont se déclencher parce que ce sont des automatismes. Et pour pouvoir déclencher quelque chose de plus contrôlé, il va falloir bloquer ces automatismes. Et c'est parfois ce qu'a du mal à faire l'enfant. Justement, l'enfant, le lobe frontal n'est pas encore mature, dont le système d'inhibition n'est pas encore tout à fait développé, peut avoir du mal à inhiber certains automatismes qui le conduit à faire des erreurs. Et c'est notamment le cas dans longueur égale nombre. Donc, dans l'étude en IRM fonctionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, hein, tout simplement, c'est une reproduction de la tâche piagetienne à longueur égale nombre, une petite animation. On leur demandait s'il y avait le même nombre de jetons en haut qu'en bas. Voilà. Et il y avait des enfants donc, de 6-7 ans et d'autres de 9-11 ans. Donc forcément, les plus âgés sont conservants, c'est-à-dire qu'ils réussissent parfaitement la tâche. Chez les enfants plus jeunes, il y a un stade intermédiaire, des profils intermédiaires, mais il y a aussi des non-conservants, donc des enfants qui échouaient à cette tâche. Et donc, lorsqu'on regarde les résultats en imagerie fonctionnelle, ce qui va être plus activé chez les conservants que les non-conservants, on retrouve région du nombre au niveau pariétal, mais surtout, ce qui est intéressant, c'était qu'on retrouvait l'activité au niveau du gyrus frontal inférieur droit, une structure qui est souvent retrouvée dans la littérature comme impliquée dans des processus d'inhibition, en tout cas dans cette localisation. Donc, voilà, l'hypothèse qui avait été faite, c'était que justement, il fallait activer ces régions-là pour pouvoir inhiber les automatismes heuristiques pour pouvoir bien répondre à la question. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'inhibition ou pas? Ça, on a pu le faire, on a pu le montrer de façon un peu détournée par la suite. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, hors IRM, tous les enfants avaient une batterie de tests cognitifs, avaient passé une batterie de tests cognitifs, et notamment la tâche de Stroop. Alors, pour les plus âgés, c'était la tâche de Stroop classique, version lecture. Pour les plus jeunes, forcément, ils n'avaient pas encore accès à la lecture, donc on a utilisé le Stroop animal, version autre, qui ne passe pas par la lecture. Donc, le Stroop animal, tout simplement, on présente là la situation contrôle, en tout cas non conflictuelle, lorsqu'on présente un animal, il faut dénommer l'animal. Et puis, il y a des chimères qui sont construits. Vous voyez, là, on a une tête de cochon avec un corps de canard. Et là, alors, si vous avez bien suivi, qu'est-ce qu'on doit dénommer? À votre avis, on demande de dénommer plutôt la tête ou plutôt le corps de l'animal? Le corps. Eh oui, le corps, parce que nous sommes des animaux sociaux. Pour reconnaître des personnes, en tout cas, on se base sur leur visage. Pour les animaux, c'est pareil, il y a une prééminence de la tête. Donc, la partie automatisée, c'est la reconnaissance de la tête, si on peut dire. C'est l'équivalent de la lecture pour le son classique, qui est hautement automatisé. Et là, donc, on va faire se focaliser sur le corps. Voilà. Et donc, on calcule un score de Stroop. Donc, c'est la situation conflictuelle, le temps moyen de situation conflictuelle moins la situation contrôle, sans conflit. Donc, ça nous donne un score d'interférence. Et donc, plus le score est petit, meilleur vous êtes inhibiteur. Parce que, en fait, si vous êtes, d'ailleurs, on a eu quelques enfants qui étaient à 0 ici. Quand vous êtes à 0, ça veut dire que en fait, vous n'êtes pas sensible à l'inhibition parce que dans une situation d'interférence ou pas, vous mettez le même temps. Voilà. Et donc, alors, si on regarde les enfants conservants, vous voyez ici donc changement du signal bold, mesure variation de bold. Ici, le score abscisse, le score d'inhibition. Et en fait, plus les enfants conservant activaient cette région, meilleurs ils étaient inhibiteurs. Bon, alors, ce n'est pas une corrélation directe parce que là, ce n'était pas des résultats qui avaient été pris dans l'IRM, mais ça nous donnait quand même un bon indice. Et puis là, situation contrôle, lorsqu'on regarde les enfants non conservants, donc les plus jeunes qui avaient passé la tâche de Stroop animal, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation.
Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas réussi à recruter cette région inhibitrice et que du coup, ils n'avaient pas lutté contre cette heuristique longueur également. En tout cas, c'est l'interprétation qui a été faite, d'où les erreurs réalisées. Voilà. Alors ensuite, on a complété, dans le cadre de ces travaux, j'ai commencé à m'intéresser au sillon avec Arnaud Kakia, qui était au laboratoire Labsidé aussi. Arnaud Kakia, alors, lui, il a fait son doctorat avec Mangin de Neurospin, BrainVisa, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le créateur de BrainVisa, qui est un autre logiciel un peu comme FreeSurfer, même si c'est un peu moins facile à prendre en main. Justement, Mangin et Arnaud Kakia, de Labsidé, ont travaillé ensemble sur la reconnaissance automatique des sillons. Voilà. Et du coup, j'ai commencé des travaux avec Arnaud Kakia sur les sillons, et puis je perdure maintenant, je vais montrer vers quoi je me dirige. Et ces sillons, en fait, il y a un regain d'intérêt là, actuellement sur cette problématique des sillons, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la substance grise avec les soies corticales. Mais là, il y a un intérêt par rapport à une approche qualitative des sillons. Alors, on a tous des sillons très différents, au final. On a des cerveaux différents, des sillons très différents. Par contre, ce qui est assez emblématique, c'est que ces sillons, ils vont se former in utero. Ils se forment in utero vers les derniers mois de gestation. C'est là où le cerveau va commencer à se plisser et où les sillons vont se former. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec un pattern de sillon et ça ne va pas bouger. C'est-à-dire que si vous avez un sillon qui a 3 duplications, qui a une certaine conformité, au niveau qualitatif en tout cas, parce qu'en termes de taille, forcément, etc., il va y avoir des variations, mais c'est quelque chose qu'on va garder toute notre vie. Donc, on a un marqueur ici très précoce du développement cérébral. Et on commence à se dire, en tout cas, moi, je commence à me dire, je ne suis pas le seul, que ces sillons ont une signification, que ce n'est pas le fruit du hasard, même si on comprend encore mal les processus. Et il y avait Van Essen qui avait touché ça un petit peu du doigt, déjà, qui avait donné certaines explications justement dans le processus de gérification. En final, ces sillons, ça pourrait être des marqueurs précoces, ça pourrait être des indices précoces de la connectivité du cerveau. Ça renverrait à la connexion en matière des faisceaux de fibres blanches. Alors, je m'explique, hein, haute technologie, je vais essayer de faire une petite animation en direct, une petite feuille de papier. Alors, ça reprend un petit peu le schéma que vous avez ici. Donc, imaginez, au début, on a une surface de cortex qui est plate, une surface plate. Et puis, on a certaines régions du cortex qui vont commencer à beaucoup dialoguer, les faisceaux de fibres qui les relient vont se développer. C'est ce que vous voyez ici sur le diaporama. Et en fait, ça crée des tensions. Et en fait, quand des régions sont relativement reliées, les faisceaux de fibres créent une tension, et ces tensions seraient à l'origine de la gérification. Donc, quelque part, quand on étudie la forme des sillons, on étudie un petit peu comment le cerveau est interconnecté. En tout cas, c'est ce qu'avançait Mangin, c'est ce vers quoi s'est dirigé Arnaud Kakia, et on s'intéressait un petit peu à ça, même si c'était moteur, je trouve ça très intéressant, puis je me suis engouffré aussi un petit peu là-dedans. Parce que vous allez voir, forcément, on a trouvé des choses au niveau du contrôle inhibiteur. En fait, concernant le contrôle inhibiteur, alors, nous, on a été voir un sillon, parce qu'il est, dont la typologie est hyper connue, en tout cas la nomenclature était beaucoup plus décrite dans la littérature, c'est le sillon singulaire. Donc le cortex singulaire, alors c'est très grand, ce cortex singulaire, mais il est partagé, vous voyez, au-dessus on a ce sillon singulaire. Nous, c'est plutôt la partie antérieure qui nous intéresse, parce que le cortex singulaire antérieur, il est systématiquement, on le retrouve lorsqu'il y a une gestion de conflits, lorsqu'on doit résoudre des conflits, donc quand il y a des interférences, quand il y a une activité d'inhibition. Et on remarque que, ça c'était quelque chose qui était déjà décrit depuis longtemps, qu'il y a une certaine variabilité par rapport à ces sillons parasingulaires.
Certains ont des sillons simples et puis d'autres ont une duplication. Vous voyez ici, le sillon singulaire a une duplication, on parle de sillon parasingulaire. Et voilà, on trouve de duplications de ce type-là. Et du coup, des analyses ont été réalisées par rapport, pour essayer de voir si ça avait du sens par rapport au contrôle inhibiteur. Donc, on a repris nos fameux tests d'inhibition hein, chez les plus jeunes et puis comment dire, les plus âgés, le Stroop classique et puis le Stroop animal. Et il s'avère qu'on a trouvé quelque chose, c'est-à-dire que ceux qui avaient un pattern asymétrique étaient de meilleurs inhibiteurs que les patterns symétriques. C'est-à-dire que lorsqu'on avait au moins une duplication, quel que soit l'hémisphère, d'ailleurs, ce n'est pas une histoire de l'hémisphère gauche ou de l'hémisphère droit, eh ben, ça améliorait les capacités inhibitrices et au niveau des temps de réponse et au niveau des erreurs. Donc, vous voyez, encore une fois, il faut rechercher un score bas pour avoir une bonne inhibition, pour le test de Stroop. Et donc, le sillon singulaire antérieur, on a une meilleure performance lorsqu'on est asymétrique que symétrique. Voilà. Donc, c'est un message fort qui au départ, je l'avoue, nous embêtait un petit peu pour un laboratoire de psychologie de développement, parce que là, on est face à quelque chose qui va se former in utero, très précoce, et qui va avoir une incidence des années plus tard, voire 10 ans plus tard, sur les capacités inhibitrices. Alors, il faut quand même modérer un peu la chose parce qu'on était sur environ 25% de la variance. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que ça laisse encore beaucoup de place à l'environnement, à tout un tas d'autres choses, etc. Mais il m'empêche que c'est quand même une influence non négligeable. Et surtout que, alors, là encore, comme je vous disais, on n'avait pas non plus pléthore de sujets pour pouvoir lancer des messages aussi forts comme ça. Il faut quand même, par la suite, conforter tout ça. On avait revu les enfants plus jeunes. On les avait revus, on les avait retrouvés quasiment tous pour leur faire repasser le test de Stroop version lecture. Donc, c'était quoi? Quasiment 5 ans plus tard, on les avait retrouvés, sauf un qui était parti dans le sud de la France, voilà, donc on n'a pas fait revenir exprès. Mais on s'était aperçu que au niveau des sillons, ça n'avait pas bougé et qu'on retombait encore en répliquant l'étude, une grande réplication, dans les mêmes proportions, etc. Et depuis, je sais que Arnaud Caquia a développé des collaborations avec le NIMH, et donc ça a été répliqué sur une grande base de données aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelque chose de solide, sans qu'on puisse forcément, en tout cas à l'époque, expliquer pourquoi. Ça reste encore flou dans les processus, etc. Mais on sentait qu'on touchait du doigt quelque chose d'important, en tout cas, certaine influence du développement précoce du cerveau, notamment la façon dont il est connecté pour un moment, parce que je vous ai dit que ça touchait du doigt un peu l'organisation de la substance blanche. On avait même été plus loin, parce qu'on s'est dit, voilà, on a pris le sillon singulaire antérieur pour l'inhibition. On va aller voir ce qui se passe au niveau de la lecture. Par exemple, on avait des scores de lecture aussi dans notre batterie. Et qui dit lecture, hein, dit voie occipito-temporale gauche. Notamment ici, on a un sillon, hein, le sillon occipito-temporal. Et au niveau de ce sillon, hein, il traverse, on a la fameuse aire de la forme visuelle des mots de Stanislas Dehaene, enfin pas que lui d'ailleurs, mais c'est lui qui l'a quand même beaucoup popularisé. Et donc qui est vraiment crucial, que tout le monde utilise pour lire, et si cette région est lésée, ça donne une alexie, on perd la capacité de lire correctement. Bien là, de la même façon, on constate que certains sujets certains enfants, là, c'est toujours des enfants, avaient des sillons continus, d'autres discontinus. En fait, c'est ce qu'on appelle des plis de passage aussi. Des plis de passage, des boursouflures, en fait, qui seraient dus au fait que là, il y a une densité de fibres plus importante et qui va créer comme ça des reliefs un petit peu particuliers. Là encore, on a été surpris parce qu'en fait,
ben, les sujets qui avaient un sillon interrompu avaient de meilleures capacités de lecture, lisaient plus rapidement que ceux qui avaient un sillon continu. Alors moi, j'ai quitté le laboratoire peu de temps après. Je sais qu'ils avaient entamé des recherches avec Stanislas Dehaene, justement, sur la dyslexie, etc. Je n'ai pas trop suivi l'histoire, mais je pense qu'au final, il me semble que Stanislas Dehaene avait été relativement convaincu, même s'il était sceptique au départ sur cette approche. Et puis, juste pour vous dire que voilà, là, actuellement, je suis dans un autre laboratoire qui travaille sur la schizophrénie. Donc, je m'intéresse plus spécifiquement avec un étudiant en thèse au sillon temporal supérieur dans les hallucinations. Ce sillon, il intervient aussi dans le langage, et donc souvent, ces hallucinations auditives sont des hallucinations qui passent par le langage. Donc, on a des résultats qui montrent que au niveau de l'épaisseur corticale, au niveau de ce sillon temporal supérieur, on a une corrélation avec l'intensité des hallucinations. Et on est en train de monter une collaboration, mais là, ce sont des résultats préliminaires, mais avec des Marseillais, pour dépasser un peu parce que jusque-là, c'était que du qualitatif sur les sillons, mais avoir des algorithmes qui récupèrent les racines sulcales en fait, de façon automatisée, qui peut repérer combien de duplications on peut avoir sur les sillons, etc. Et on commence à trouver des différences justement entre des sujets témoins et des sujets, des patients hallucinés au niveau de cette conformisation, au niveau des sillons, du sillon temporal supérieur, voilà, de l'hémisphère gauche, donc l'hémisphère du langage. Euh, alors, bien sûr, avec mes nouvelles fonctions, malheureusement, j'ai un peu moins de temps pour faire de la recherche, donc c'est un peu plus compliqué, mais on va démarrer un gros projet, collaboration, enfin, dans un autre laboratoire de neuropsychologie, où en fait, c'est ma continuité un peu, on parlait d'inhibition, je surveille l'heure, le temps de parole est bientôt écoulé, mais on va s'intéresser au stress post-traumatique. Au stress post-traumatique, parce qu'ils ont un grand projet qui s'appelle le projet Remember, qui fait suite aux attentats que nous avons eus en France il y a quelques années. Et donc, il y a eu toute une étude sur le stress post-traumatique suite aux attentats. Et là, on est dans la suite du protocole. On s'intéresse à la façon dont euh, transmission, le mot est peut-être un peu fort, mais on va voir des enfants dont les parents ont été victimes de ces attentats et voir la transmission de ce stress post-traumatique. Et forcément, je m'intéressais au géo singulière antérieur parce que c'est une voie clé aussi dans la gestion des émotions, du contrôle inhibiteur et dans ce type d'émergence du stress. Juste peut-être pour vous dire, si vous voulez collaborer aussi par la suite, même si j'ai un peu de mal à faire de la recherche, j'ai été sollicité pour 2 co-directions de thèse avec Maryse Delaunay du laboratoire de psychologie de l'université de Caen. On a une thèse là qui commence sur la perception des odeurs dans les crèches. On a tout un protocole d'éveil aux odeurs, au goût, et on va essayer de voir les effets au niveau attentionnel, au niveau du développement de l'attention. Et dans ce cadre-là, c'est un peu à tiroir, j'ai une co-direction en intelligence artificielle sur justement comment reconnaître de façon automatique les émotions sur le visage et puis des phénomènes attentionnels. Voilà, parce que l'idée, c'est de filmer les enfants. Et ce que nous, on fait moyennant de très longues heures de visionnage sur des vidéos, on va essayer d'automatiser tout ça avec des bases de connaissances via l'intelligence artificielle. Voilà. Et puis, si ça vous intéresse aussi, je fais un peu de pub, j'ai participé à un MOOC la petite culture numérique que vous trouverez sur le FunMOOC. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, mais en tout cas, elle est vraiment très bien. Un tas de MOOC libres de droit, totalement gratuits. C'est des contributions, ça commence à bien se généraliser dans les universités françaises, mais pas seulement. Et là, c'était un MOOC sur les usages du numérique et le développement, enfin, toute cette problématique des écrans dans le développement psychologique de l'enfant qui est dans l'air du temps et où on dit aussi beaucoup de bêtises. Voilà, donc c'était pour mettre les choses un petit peu pendules à l'heure en la matière. Donc n'hésitez pas. Alors
il y a plusieurs sessions. Voilà, je vous ai mis le lien ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention.